Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Je suis Christian Yameni, je suis responsable et je vais modérer donc cette séance et nous allons discuter donc de différents sujets. Donc, dans le cadre de la conférence ICT 4D, Information, Communication et Technologie, nous voudrions inviter nos 4 intervenants qui partageront ce panel aujourd'hui pour cette séance qui porte sur le contrôle du paludisme à partir de la communauté ainsi que les outils numériques pour son élimination. Nous avons Monsieur Dr. Youssouf Keita, Monsieur Dr. Krishna Arial qui est présent avec nous. Nous avons Johan Simpson pour officier de programme responsable de programme. Dr. Youssouf Keita ainsi que Fatou Fall pour la compagnie Medic. Nos intervenants vont parler de 3 sujets principaux, les études, l'utilisation de documents d'application, d'outils d'application pour la communauté, les agents de santé communautaire et sera donc présenté par Fatou Fall et Dr. Youssouf Keita. Ensuite, nous aurons Madame Dr. Joanne Simpson qui nous parlera de programmes avec les petits moustiques, gros problèmes, et suivi par Dr. Krishna Arial, responsable de programme de lutte contre le paludisme pour Save the Children. Nous avons donné 8 minutes pour chacune des interventions. Et nous aurons ensuite une séance de questions-réponses avec nos panélistes. Donc, à titre de rappel, si vous avez des questions, veuillez les soumettre dans la case Q&A, questions-réponses, et après cela, nous ferons de notre mieux pour répondre à ces questions. Donc je vais inviter Dr. Youssouf Keita et Fatou Fall pour commencer leur présentation. Vous avez le micro. Merci beaucoup, Christian. Bonjour tout le monde. Vous avez Youssouf Keita. Je suis le directeur du département Innovation et Formation chez Mousso. C'est un énorme plaisir et un honneur pour moi de participer à cette conférence en tant que panéliste. Le thème que nous allons aborder ensemble, que je vais co-présenter avec ma collègue et partenaire Fatou Fall, qui est West Africa Programme Head chez Medic, s'intitule « Les outils numériques dans la communauté ». Alors, comme l'a déjà annoncé Christian, nous allons un peu parler de l'outil et prendre aussi un petit temps pour parler, n'est-ce pas, d'une fonctionnalité importante dans l'outil et de quelques résultats que nous avons obtenus avec une recherche autour de l'utilisation de cet outil, SLAT. Alors, le premier point que nous allons aborder est une question d'histoire. Il faut noter que notre organisation, l'ONG Mousso, a commencé son programme de santé en 2008. Mais ce n'est qu'en 2016 que nous avons pris la décision d'utiliser de la technologie pour accompagner notre mise en œuvre. Il faut noter qu'en 2015, on avait 75 agents de santé communautaire. Nous utilisons nos données pour améliorer la qualité, n'est-ce pas, des soins et les prises de décision. En termes de logistique, c'était très difficile pour nous parce qu'il fallait, n'est-ce pas, imprimer les fiches, n'est-ce pas, pour la collecte de données. Et il y avait aussi ce défi de transmission des fiches des AEC jusqu'au niveau agent de saisie. Et enfin, en termes, n'est-ce pas, de gestion de données, on avait engagé déjà 4 agents de saisie et Mousso s'est apprêté en 2015 d'aller à l'extension, augmenter le nombre d'AEC de 75 à 175 et aussi d'ouvrir un nouveau site. Donc, tout cela faisait qu'on ne pouvait plus continuer avec le papier. Il fallait vraiment penser à un outil pour accompagner, n'est-ce pas, notre implémentation. Alors, en tant qu'organisation, il est très clair pour nous, Mousso, que nous ne sommes pas une organisation de développement d'applications. On avait un objectif et l'objectif était, n'est-ce pas,
d'utiliser de la technologie pour accompagner notre mise en œuvre, mais nous, en tant qu'organisation, on ne voulait pas nous mettre dedans et on ne veut pas toujours nous mettre dedans. Donc, c'est ça qui nous a amené, n'est-ce pas, à penser à faire un partenariat avec un partenaire technique. Et avant cela, nous avons défini quelques critères. Et parmi ces critères, nous avons dit que l'outil que nous allons choisir doit être open source. Il faut que ce soit un outil dédié, que cela soit vraiment soutenu par une équipe expérimentée. Et nous avons lancé un processus transparent qui nous a amené à choisir MEDIC comme étant notre partenaire technique. MEDIC est une organisation à but non lucratif créée en 2010. Ils sont déjà partenaires, ils sont en partenariat avec plus de 60 organisations dans 23 pays. Et le CHT, et ma collègue Fatou va parler de ça, est aujourd'hui utilisé par plus de 40 000 agents de santé communautaires. Alors, ça, c'est vraiment un contexte, à mon avis, important, qui est de vous parler un peu de pourquoi nous avons décidé d'utiliser de la technologie et qui nous aide, n'est-ce pas, à faire ce travail. Slide. Donc, je vais prendre juste une présentation assez rapide de l'outil qu'on appelle Community Health Toolkit et communément on l'appelle CHT. Donc, il y a une application Android qui fonctionne avec des téléphones basiques comme des smartphones, qui est une application légère puisqu'on doit prendre en compte les contraintes en fait, et des appareils qu'on supporte. Et c'est toujours lié à un compte. Donc, chaque agent de santé a son propre compte et qui serait lié en fait, à ses activités. Dans les fonctions principales du CHT, c'est la collecte de données. Ça va de soi, c'est vraiment une fonctionnalité de base qui permet en tout cas à l'agent de santé de travailler au jour le jour sans connexion et qui pourra se connecter une fois par jour ou par semaine ou par mois pour transmettre les données au niveau du serveur. Mais il ne fait pas que de la collecte de données. Ce qui est très important, c'est la coordination. Comment aider et supporter les agents de santé au jour le jour dans leur travail, comment leur faire des rappels de leurs activités pour leur suivi, etc. Donc, c'est ce que nous, on promeut avec cette application dédiée à des agents de santé communautaires dans des zones reculées. Et comme l'a dit mon collègue Youssouf, c'est une application open source. Et ça, c'est en solidarité avec les gouvernements et les partenaires et les ONG qui, au lieu d'être verrouillés à des applications payantes et aussi à des difficultés de mise à l'échelle, cette application est open source et toutes les ressources sont disponibles au niveau de notre site. Et aussi, quelque chose qu'on insiste beaucoup, c'est la conception. Donc, le fait de développer une technologie, généralement, les utilisateurs finaux sont oubliés dans la conception. Donc, on promeut le fait d'appliquer une application centrée sur l'humain, donc le Human Centered Design, qui prend en compte, en fait, dès le début, les agents, les utilisateurs finaux. Donc, on développe avec et pour les agents de santé en mettant en place beaucoup de processus comme des groupes de discussion, des interviews, des observations avec eux. Et de façon itérative, on va pouvoir améliorer le prototype et faire en sorte de développer une application qui répond à leurs demandes et en fonction des contraintes qu'ils ont. Voilà, je passe la main à Youssouf et next slide. Alors, comme l'a dit Fatou, certes, la collecte des données et la transmission de données est une fonctionnalité, n'est-ce pas, de cet outil. Mais il faut noter que nous considérons ces fonctionnalités, certes principales, mais des fonctionnalités cachées. Notre plus grand souhait est que ces outils-là puissent aider, n'est-ce pas, les agents de santé communautaire à faire leur travail de tous les jours. Donc, à partir, n'est-ce pas, de cette diapositive, je vais vous parler d'une fonctionnalité, n'est-ce pas, importante de cet outil appelé l'aide à la décision. L'aide à la décision permet vraiment aux agents de santé communautaire d'arriver à des prises de décision. Et parmi cela, voici un exemple concret qui est là, qui est que pour la réalisation, n'est-ce pas, du TDR paludisme, les agents de santé communautaire, à travers des vues, sont guidés à pouvoir bien faire, n'est-ce pas, le test de TDR paludisme.
Nous savons que la bonne réalisation du TDR paludisme est un facteur important pour avoir un résultat de qualité. Et là, vraiment, à travers des textes et des images, les ASC sont orientés, n'est-ce pas, jusqu'à la finalisation de la réalisation du test. Un exemple concret ici que je vais vous donner, ça, c'est lié au minuteur. Un challenge qu'on avait avant l'utilisation, n'est-ce pas, de cette application, c'était que les ASC disaient que c'était difficile pour eux d'observer les 15 minutes avant de procéder à la lecture du résultat. Donc, tantôt, au bout déjà de 5 minutes, voilà, ils donnaient le résultat et cela pouvait donner de faux résultats parce que le temps n'était pas respecté. Donc, à l'aide vraiment de ce minuteur qui est incorporé dans l'application, les ASC ont la facilité, n'est-ce pas, de mesurer le temps nécessaire avant de lire, n'est-ce pas, un résultat TDR. Alors, une deuxième fonctionnalité aussi importante que je veux vous dire ici, c'est cette fonctionnalité liée à la tâche. Comme vous le savez déjà, il est hyper important que si un patient est traité pour paludisme, que l'ASC puisse passer chez lui pour faire des visites, n'est-ce pas, de suivi. Et avant l'utilisation de l'application, cette visite de suivi n'était pas régulière pour les ASC pour la simple raison qu'ils n'avaient pas, n'est-ce pas, d'aide-mémoire pour savoir qui a besoin d'être suivi et tout ça. Donc, cette fonctionnalité appelée fonctionnalité tâche permet aux ASC de savoir qui est-ce qu'ils doivent suivre, pourquoi et quand. Donc, cela a vraiment facilité le suivi et l'accompagnement des patients sous traitement de façon générale, mais surtout sous traitement paludisme. Alors, là, en dehors, n'est-ce pas, de l'application en général, nous allons vous parler un peu de cette fonctionnalité importante que nous avons développée, pas au début, n'est-ce pas, de l'utilisation de l'application, mais quand un besoin s'est présenté, n'est-ce pas, il s'agit de la fonctionnalité couverture universelle. Alors, la fonctionnalité couverture universelle permet à un ASC, avec un visuel, d'identifier les ménages de sa zone d'intervention qui ont reçu ou pas de visite à domicile, le nombre de visites reçues par ménage et la date, n'est-ce pas, de dernière visite. Donc, cela a été initié par la suite d'un constat que nous avons fait. Avant, les ASC faisaient, n'est-ce pas, des visites à domicile et ces visites à domicile étaient comptabilisées. C'était vraiment très bien de savoir qu'un agent de santé communautaire a fait 400, 500, 600 visites à domicile. Mais quand on s'est lancé à savoir ces visites à domicile ont concerné quel et quel ménage, on s'est vraiment rendu compte qu'il n'y avait pas une couverture, une équité dans la distribution des visites par les ASC. Et quand on a essayé de discuter avec eux pour savoir pourquoi, la raison principale était qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir, à savoir ils ont visité quel ou quel ménage. Donc, c'est là où nous avons décidé, n'est-ce pas, de développer une fonctionnalité leur permettant, n'est-ce pas, de savoir quel ménage ils ont visité, quels ménages n'ont pas reçu de visite. Et pour soutenir, n'est-ce pas, le développement de cette fonctionnalité, nous avons décidé de faire une petite recherche qui sera présentée, dont quelques résultats seront présentés par Fatou. Alors, il est important aussi de noter que pour le développement, n'est-ce pas, de cette fonctionnalité, nous avons vraiment beaucoup travaillé pour appliquer les concepts de dessin basés sur l'humain. Les agents de santé communautaire ont été impliqués à tout le processus, du début jusqu'à la fin, depuis l'identification, n'est-ce pas, du dessin. Et nous avons procédé, n'est-ce pas, à travers un processus itératif, un test avec un petit groupe pour vraiment collecter le retour utilisateur afin de l'améliorer, d'améliorer la fonctionnalité et de passer, n'est-ce pas, à la mise en œuvre avec le grand groupe. Next. Docteur Youssouf, vous avez juste 1 minute pour résumer. Vous avez dépassé le temps qui vous est alloué. Si vous pouvez aller à la conclusion, peut-être qu'on pourra continuer la discussion dans le panel. Je n'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, si vous pouvez résumer, aller en conclusion, parce que là, le temps est dépassé pour vous. On pourra continuer dans la discussion. OK, ça marche. Alors, pour conclure, nous pouvons dire vraiment que
L'utilisation des outils technologiques est très importante pour accompagner les So agents de if you santé could go communautaire, les to agents the de façon conclusion générale, now. et que cela va vraiment les aider à prodiguer des soins, n'est-ce pas, de qualité. Et enfin, il faut tout faire pour impliquer ces utilisateurs finaux au développement, n'est-ce pas, de ces outils pour qu'ils puissent vraiment s'approprier. Merci beaucoup. Merci, Dr. Youssif et Fatou Fall, pour votre brillante présentation. Nous allons continuer peut-être à discuter davantage pendant le panel de discussion, mais nous retenons quand même que l'utilisation des outils de collecte électronique, c'est possible avec les relais communautaires, c'est possible au niveau communautaire. Nous retenons que même sans Internet, on peut faire la collecte des données, même si le téléchargement nécessite l'Internet. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer. We're going to move now to the second presentation. Nous allons maintenant passer à la deuxième présentation qui sera présentée par Dr. Johan Simpson qui va se focaliser sur l'activité en Guyane. Vous avez la parole, docteur. Bonjour à tous, je suis Johan Simpson. Je suis directrice du programme de Breakthrough Action Guyana du centre de programme de centre de communication, et mon intervention ce matin concerne comment ouvrir la voie aux communautés minières de l'arrière-pays dans l'expérience de Breakthrough Action Guyana. Donc, en Guyane, qui est un pays de l'Amérique du Sud qui a pour frontières le Venezuela et le Brésil, le paludisme est endémique dans les régions aurifères de l'arrière-pays où l'activité minière est l'activité majeure. Breakthrough Action Guyana est un projet de changement social et comportemental qui a pour mission d'améliorer les résultats de la lutte contre le paludisme au sein des communautés minières dans 3 des zones avec le taux de paludisme le plus élevé. Les projets le plus conséquent pour cette intervention s'appelle le projet Little Mosquito Big Problem, donc petit moustique gros problème, qui vise à améliorer la perception des risques avec notamment la recherche notamment la perception des risques, la recherche rapide de soins, l'adhésion au traitement et l'utilisation des MI. Nous avons eu une enquête d'opinion qui a été menée dans les 3 régions qui montre 47% des mineurs accèdent aux médias sociaux au moins une fois par semaine. Et durant notre recherche initiale, Facebook a été identifié comme étant un des sites les plus populaires qui était utilisé. Le projet donc a lancé la page Facebook Little Mosquito Big Problem, donc petit moustique gros problème. Le public primaire visé sont les mineurs et les personnes vivant et travaillant dans des communautés minières, et le public secondaire visé concerne les familles et amis des mineurs, personnel de santé ainsi que les personnes qui ont une certaine influence dans les communautés minières. En ce qui concerne le contenu de la page, cela inclut une mini-série animée de 8 épisodes concernant les mineurs et leurs premières expériences dans le camp minier. Ceci a été retransmis sur Facebook Live. Nous avons aussi posté une vidéo musicale animée pour la chanson thème de la campagne et des thèmes audio. Et la page aussi, de façon continue, comporte des posts sur le paludisme d'un mineur fictif. Nous avons aussi intégré donc des témoignages en images et en vidéo de personnes influentes de la communauté minière, avec des posts ciblant le public secondaire, un appel à l'action pour la journée mondiale du paludisme et la journée du paludisme dans les Amériques, et bien sûr des posts sur les célébrations nationales et les activités minières. Nous avons reçu des messages directs, privés, de la part de notre public sur des sujets tels que, par exemple, ou obtenir des ETN, c'est-à-dire obtenir les insecticides, les moustiquaires traités à l'insecticide, est-ce qu'il y a un vaccin pour le paludisme ou être testé, ainsi que des conseils sur les symptômes et les mesures de prévention. Donc, ce graphique maintenant nous montre la portée de la page au fil du temps avec une portée accrue qui est bien sûr a
des éléments volontaires et quels sont les postes qui en fait accroissent l'engagement. Les likes sur la page sont aussi maintenus de façon assez continue et fréquente au fil du temps. Bien, ce qui marche pour toucher notre public cible inclut le boosté communautaire des posts et la promotion de la page qui ont permis d'augmenter la portée du public cible. Les caractéristiques des influenceurs et des personnes connues dans les communautés minières trouvent aussi un écho auprès des mineurs. Les courtes vidéos avec humour augmentent l'interaction avec les posts et les messages et un contenu contextuellement pertinent pour notre public cible. Et la messagerie privée de Facebook a permis aux personnes d'éclaircir des doutes et de demander des informations. Donc, certains des défis pour toucher notre public cible incluent le fait que la connectivité Internet est faible et onéreuse dans les communautés minières et donc de ce fait, nous sommes passés à notre public secondaire où la connexion Internet est plus forte. Deuxièmement, les mineurs consomment un contenu et des intérêts spécifiques tels que par exemple les sports et la musique populaire. Et donc, nous avons diversifié les communications pour aussi inclure les canaux de communication tels que WhatsApp, ainsi que les clés USB avec de la musique et des messages sur le paludisme. Vu que la page de santé attire les travailleurs de la santé, les éducateurs, etc. Nous avons donc différentes stratégies pour attirer plus de mineurs à cette page en utilisant des mineurs bien connus et influenceurs dans la communauté. Et les régions que nous ciblons sont aussi des régions avec une faible densité de population, donc le seuil pour attirer ces personnes. Mais nous continuons d'utiliser cet outil comme étant un des outils dans notre boîte à outils qui nous permet de pouvoir atteindre notre public cible concernant les messages liés au paludisme. Merci. Merci beaucoup, Dr Simpson. Vraiment, vous avez bien utilisé votre temps et vous avez même économisé du temps. Donc, ce que je peux faire de la part de l'organisation aussi, c'est de demander en ce qui concerne l'utilisation de médias sociaux tels que Facebook aussi, en impliquant les influenceurs. Cela peut être utilisé en fait comme position pour mener au changement en ce qui concerne la position, la perception du paludisme. Donc, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à notre troisième présentation qui va être délivrée par Krishna Ayarial du Népal. Donc, en ce qui concerne la surveillance du paludisme pour l'élimination de ceci au Népal. C'est à vous, docteur. Merci beaucoup, Christian. Comme Christian l'a présenté, je m'appelle Christian Arial du Népal. Je travaille pour le programme d'élimination de le paludisme à travers Save the Children au Népal et basé sur la division gouvernementale qui fonctionne dans les programmes de paludisme dans le pays. Je vais m'adresser à vous et vous présenter un système d'information que nous avons utilisé pour établir une traçabilité des cas de paludisme dans le pays, qui est en fait un système de rapport concernant le paludisme, un système d'alerte concernant les cas de paludisme dans le pays. Planche suivante, s'il vous plaît. Donc, très brièvement, je vais vous parler du système, en quoi cela consiste et comment cette information est utilisée. Je vous parlerai ensuite de cela et je vous indiquerai aussi quel genre de centres de santé ont utilisé ce système. Ce sera la partie suivante que je vous présenterai. Enfin, pour finir, je m'adresserai à vous en ce qui concerne la synchronisation des données avec notre système d'information de santé nationale. Et enfin, pour finir, je m'adresserai à vous en ce qui concerne l'utilisation de ce système pour les autres activités aussi. Planche suivante, s'il vous plaît. Planche suivante, s'il vous plaît. Bien, nous savons tous que c'est très important d'avoir les cas de paludisme qui soient déclarés dans les 24 heures suivant le diagnostic. C'est absolument essentiel pour une réponse rapide et pour prévenir la transmission dans un contexte d'élimination. Nous savons aussi que cela
doit aussi inclure de l'information spatiale afin de pouvoir aider à la prise de décision sur la manière de cibler les ressources et les interventions sur les zones et les populations les plus à risque. Les systèmes idéaux de surveillance de l'élimination du paludisme facilitent l'établissement de rapports, l'accès aux données et la prise de décision à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau local, du district national, du système de santé. Planche suivante, s'il vous plaît. Le système d'information est un système basé sur Internet qui utilise des notifications de cas de paludisme en temps réel et aussi notre notifications sont menées par le travailleur de santé correspondant en utilisant des SMS, ce qui est utilisé de façon commune et aussi cela peut être fait en utilisant aussi le système d'information sur la maladie paludéenne, MDIS. Si nous avons installé cette application sur nos appareils, aussi pour avoir la notification de ce système aux systèmes nationaux. En ce qui concerne les personnes de contact désignées dans les zones géographiques respectives, examinent et approuvent les entrées dans le système pour déclencher une réponse. Bien, donc, vous voyez à l'écran notre système d'information sur les maladies paludéennes et comment ceci est notifié une fois que cela est fait dans les 24 heures de la notification. Tout d'abord, nous avons une notification de la cas par l'officier concerné dans la zone concernée. Et si c'est le cas, à ce moment-là, ceci peut être enquêté, complété. Une investigation peut être basée sur des cas dans les 3 jours. Et si nous n'avons pas de cas à vérifier, à ce moment-là, ceci clôture ce cas. Donc, en ce qui concerne la surveillance idéale pour l'élimination du paludisme, nous, après avoir complété le formulaire, ceci vous montre comment nous envoyons l'information en utilisant les SMS. Je n'ai pas passé trop de temps sur cela parce que ceci utilise en fait donc un numéro qui est fourni dans ce tract qui est en fait qui a pour cible les travailleurs de santé qui reçoivent l'information quant à comment notifier ces cas. Ils reçoivent un numéro de SMS pour envoyer ceci dans le système de SMS en fournant des détails des cas de façon brève en utilisant par exemple le nom, le numéro de téléphone ainsi que le numéro de contact, etc. Planche suivante, s'il vous plaît. Ceci décrit maintenant la même chose en ce qui concerne comment les cas sont notifiés en utilisant l'application. Une fois que l'application est installée, nous pouvons aussi envoyer les détails comme dans un SMS en utilisant une messagerie simple, en utilisant donc l'application dans ce cas. Planche suivante, s'il vous plaît. Planche suivante. Ceci, c'est une fois que l'information est reçue dans le système. Voici donc le tableau de bord. Vous pouvez voir en fait ce que cela nous donne en ce qui concerne les fonctions importantes pour l'amélioration de la notification, aussi pour l'approbation de notification et l'utilisation des informations pour la réponse. Une fois que ces SMS sont reçus, nous voyons les notifications envoyées par SMS qui sont envoyées ou envoyées par SMS. Cela est vérifié par des responsables désignés au niveau provincial et national et ceci déclenche ensuite la partie concernant si ceci donc est approuvé. Maintenant, en ce qui concerne la demande de l'approbation d'un SMS, ceci c'est une vérification préliminaire où le cas plutôt notifié peut être approuvé. Après vérification préliminaire, le cas signalé peut être soit rejeté, soit approuvé. Et lorsqu'il approuve le cas, le fonctionnaire désigné saisit toute information manquante lors de la notification. Les messages approuvés peuvent aussi être consultés après avoir été approuvés par les agents désignés, puis une enquête détaillée sur le cas est menée par une équipe du centre de santé et du gouvernement au niveau local. Une fois que le formulaire détaillé d'investigation par cas est disponible au niveau central et que cela est vérifié comme étant un cas de paludisme, l'un des membres de l'équipe de gestion des données reçoit ce formulaire et ensuite, à ce centre, complète la saisie des données pour ce cas. Et ceci fait ensuite, à ce moment-là, partie du centre de l'ensemble des données dans le système. Planche suivante, s'il vous plaît. Bien, nous pouvons donc voir les rapports qui peuvent être générés selon les besoins et avec les informations stockées dans le système qui peuvent être consultées selon les besoins avec différentes fonctions disponibles à cet égard. Et cela peut être examiné par une équipe centrale pour l'analyse des données et l'utilisation de celles-ci.
Voici maintenant juste un exemple quand ce concerne les détails de cas dans le système et comment cela peut être utilisé. Comme voilà ce que nous voyons donc dans le système en ce qui concerne ce formulaire d'investigation de cas. Planche suivante, s'il vous plaît. Bien, maintenant, là, nous avons les cas qui sont notifiés par les établissements de santé publique et les établissements de niveau supérieur, ainsi que par les établissements de niveau inférieur, tels que par ce que je veux souligner. Donc, à cet égard, ici, quant à la planche à l'écran, c'est que les cas sont pas notifiés que par les établissements de santé publique et les établissements de niveau supérieur, mais aussi par les unités de niveau inférieur, telles que les points de vente de médicaments, les petites cliniques non résidentielles, les petits laboratoires en périphérie, et donc tous les niveaux, y compris les niveaux périphériques, peuvent aussi notifier les cas dans le système en utilisant le SMS ou l'application mobile telle que disponible. Le lien entre le système d'information MDIS, national, et le système d'information sur la gestion de la santé, nous pouvons avoir une synchronisation des données et ceci peut être fait avec les centres de santé ainsi que la municipalité, avec un nom d'utilisateur, un mot de passe donc dans notre pays, et ces données peuvent être synchronisées ainsi que les dossiers. Et les MDIS n'enregistrent que les cas de paludisme confirmés. Ensuite, le système peut être suivi. Et une fois que les données sont prêtes à être synchronisées, à ce moment, le système MDIS va demander cette confirmation. Elle va confirmer de la confirmation avec MIS. Nous utilisons l'information disponible dans le MDIS pour déclencher les réponses en ce qui concerne les activités réactives de détection des cas et d'investigation des foyers. Et donc, ceux-ci sont déclenchés par les informations reçues dans le MDIS et le MDIS facilite une réponse rapide et tout écart par rapport aux directives nationales de surveillance du paludisme est enregistré et des mesures correctives appropriées sont prises. Et voilà comment nous pouvons soutenir les actions et les mesures correctives et améliorer le programme. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, docteur Krishna Ariel. Nous voyons que MDIS est un système d'information basé sur Internet utilisé pour améliorer la notification de dossiers de paludisme et que ceci est disponible avec le système national disponible dans le pays et qui doit aussi adresser aussi les points concernant l'investigation du paludisme et donc cette information spéciale pour faire la promotion d'un système de surveillance concernant les cas de paludisme. Donc, merci beaucoup. En ce qui concerne nos intervenants, je remercie tous les intervenants pour ces présentations très intéressantes et nous avons maintenant des questions qui nous parviennent. La session de questions et réponses est maintenant ouverte et nous avons des questions de la part des personnes présentes parmi nous dans notre public, mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions aussi que vous voulez envoyer ou présenter aussi. Oui, il y a quelques questions dans le chat. Bien, si nous pouvons avoir la première question, s'il vous plaît. Merci, bien sûr. Donc, la première question est adressée à Dr Youssouf. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer en plus grand détail la méthodologie utilisée pour placer l'utilisateur donc au centre par rapport à l'utilisation de l'application?
Donc, de façon très résumée, voici un peu les étapes que nous appliquons pour intégrer ce concept de dessin basé sur l'humain. Je vais juste résumer pour dire que nous utilisons en réalité les principes clés de l'expérience utilisateur discutée dans la littérature de façon générale, qui est basée sur 3 concepts, à savoir la visibilité, la rétroaction et le renforcement positif. Merci. Merci, docteur. Suzanne, est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Oui, il y a juste 2 autres questions pour Krishna. You have the floor, docteur. Donc, les 2 questions suivantes s'adressent à Krishna. Donc, tout d'abord, est-ce que votre système d'information sur la maladie du paludisme est une application à source libre? Et la deuxième question est comment vous assurez-vous que ce système d'information est entièrement la propriété et géré par le programme de contrôle, le programme national du contrôle du paludisme. À l'heure actuelle, ceci n'est pas une application open source, donc accès libre. Ceci est uniquement utilisé pour le Népal. Concernant l'aspect de propriété donc de ce programme de contrôle de l'élimination du paludisme, cela se fait, oui, au niveau national avec les équipes et les différentes équipes nationales, mais aussi sous-nationales sont impliquées par rapport à ce système. Mais concernant la gestion et l'ensemble, en fait, s'intéresser aux différents aspects de prendre le contrôle de toutes les données qui sont entrées et qui sont gérées. Ceci se fait par l'équipe nationale du programme de niveau central actuellement. Mais concernant les informations et comment cela peut être utilisé, exploiter ces données, cela se fait conjointement avec des équipes régionales. Donc, mais dans l'ensemble, c'est l'équipe centrale qui s'intéresse à cela, qui est hébergée par l'entité gouvernementale et ce sont eux qui sont responsables pour la gestion du système dans son ensemble. Merci beaucoup, Dr. Krishna. Une toute dernière question, peut-être? Suzanne? Non, il n'y a pas de questions qui ont été posées dans la case des questions-réponses. Donc, une question de suivi pour améliorer donc l'activité des agents de santé communautaire à partir de l'utilisation d'outils numériques. Je me demandais si Dr. Krishna ou d'autres intervenants, en fait, ont des éléments à partager par rapport à ce sujet. Donc, comment pouvons-nous améliorer encore la collecte des données pour que ce soit des données encore de plus grande qualité au travers de ces outils numériques? Est-ce que vous avez des idées par rapport à cela? Docteur Fatou, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez répondre si vous avez une idée? En fait, oui, je peux juste rajouter que dans la partie d'amélioration pour la qualité des soins, l'aide à la décision est clé pour les agents de santé sur le terrain. On doit pouvoir vraiment faire attention à la partie usability de l'application et prendre en compte le niveau d'éducation des ASC dès le début pour vraiment adresser ces genres de difficultés qu'ils peuvent avoir en adoptant une technologie. Je pense qu'il y a le Dr Youssouf qui est là, qui peut aussi apporter plus de ce côté-là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Dr Youssouf. OK, merci beaucoup. Effectivement, Fatou, je pense que c'est important. La question qui a été posée pour moi est une très bonne question. Mais pour moi, je pense qu'il est aujourd'hui important, si nous voulons avoir des données de qualité, de ne pas penser à la collecte de données lors du développement, n'est-ce pas, des applications. De façon générale, les utilisateurs finaux de ces applications, leur tâche principale n'est pas la collecte de données. Donc, si nous faisons des applications centrées uniquement sur la collecte de données, cela peut être considéré comme un fardeau pour ces utilisateurs finaux
et les amener, n'est-ce pas, à ne pas collecter de façon rigoureuse ces données. Donc, il faut que nous arrivons à développer des fonctionnalités permettant à ces utilisateurs finaux de faire correctement leur travail de tous les jours. Donc, il faut que le dessin des applications soit de telle sorte que la collecte de données et la transmission de données soient cachées et mettre vraiment en avant les fonctionnalités qui vont les aider à faire leur travail de tous les jours. Donc, les agents, les utilisateurs finaux vont utiliser l'application pour leur aider à faire le travail et non à collecter ou à transmettre, n'est-ce pas, les données. Donc, je pense que si nous avons ce concept en tête et que nous l'appliquons lors, n'est-ce pas, du développement des applications, cela peut être, à mon avis, une des meilleures approches pour arriver à une collecte de données de rigueur et efficace. Merci beaucoup. OK, merci à tous les deux, Dr Youssouf et Fatou. Donc, cette question, donc, qui serait peut-être mieux adressée à Dr Krishna, qui a utilisé le système au Népal. Donc, comment pensez-vous que cela peut être aussi efficace et utilisé dans d'autres pays? Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? Les différences régionales par rapport à l'intervention contre la lutte contre le paludisme qui est utilisée donc au Népal, comme vous l'avez présenté, pensez-vous que cela pourrait être utilisé dans d'autres pays qui font également face à cette question de paludisme? Oui, je pense que c'est tout à fait applicable dans d'autres pays, parce que c'est un système relativement simple qui peut être adapté, personnalisé à d'autres pays avec des langues locales et l'aspect de développement n'est pas si compliqué que cela. Donc, on peut très bien voir comment cela est fait avec les éléments qui sont autour de cela et je suis très confiant que cela peut être facilement utilisé dans d'autres pays également. Juste une question de suivi de ma part sur ce point. Donc, ce système que vous utilisez, donc le système d'information de gestion de la santé, est-ce que c'est utilisé ailleurs? Oui, c'est un système qui se base sur les données. Oui, vous avez raison. La toute dernière question que nous avons ici. Donc, qu'est-ce qui pourrait avoir le potentiel le plus fort par rapport à cela? Est-ce qu'il existe des outils basés sur la communauté qui présentent un impact le plus important par rapport à ce que chaque participant ici font dans leur activité quotidienne? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour répondre à cette question? Je pense que tous les outils sont très importants, mais je pense qu'il y a un aspect contextuel qui doit être pris en compte par rapport au système de santé en place dans le pays en question, par rapport au contrôle, à la lutte contre le paludisme, et que tous les outils peuvent être adaptés et utilisés dans différents contextes. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de la part d'autres intervenants? Il nous reste près de 9 minutes. On est censé terminer à écart. Je pense que je vais donner la parole à chaque intervenant pour un commentaire de conclusion. Christian, il y a aussi des questions dans le chat auxquelles nous pouvons répondre. Donc, Krishna, je pense que vous avez répondu à la question de Jocelyne sur les techniques de surveillance dans le chat, mais je ne sais pas si vous voulez développer un peu plus sur la réponse que vous avez partagée.
Oui, merci beaucoup. J'ai essayé de l'expliquer donc dans le chat, mais dans la mesure où nous avons un petit peu de temps, peut-être que c'est une bonne idée que j'essaie d'expliquer cela de manière plus détaillée ici. Donc, une fois qu'un cas a été signalé, cela doit être tout d'abord approuvé, vérifié par un coordinateur médical, et une fois que cela a été approuvé, ou confirmer. La force de ce système, c'est que nous avons une équipe au niveau local qui comprend de travailleurs du secteur de santé public qui travaillent dans les établissements de santé locaux et notre équipe d'agents de santé communautaire peuvent ensuite réaliser des investigations des différents cas qui ont été notifiés, des cas de paludisme, et cela est au cœur du système de surveillance. Une fois que cela a été réalisé, ceci est essentiel à notre système de surveillance et bien sûr ouvrira la voie pour notre réponse. Ça, c'est très important. Et un autre aspect, la détection de cas actifs sont réalisés par les mêmes équipes au niveau local et c'est ainsi que la signalisation des différents cas sont faits, sont réalisés. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter à cette question. Je vous rends la parole. Merci, Krishna. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Suzanne, ou quelqu'un souhaite intervenir? Je pense avoir également répondu à l'autre question, mais je peux élaborer un peu plus dans la mesure où nous n'avons pas énormément de systèmes pour la gestion de la mortalité du paludisme. C'est un système qui a été développé, étendu au niveau les plus bas, les niveaux inférieurs de la santé des communautés. Cela peut également utiliser pour faire le rapport sur la mortalité des cas, les mortalités de cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public? Deux questions qui ont été posées à Dr. Johan. Il nous reste 5 minutes, donc super. La première question est la suivante, qui a été posée en français. Donc, je vais la traduire. Pourquoi avoir choisi de vous appuyer sur les réseaux sociaux, sachant que le public ciblé fait face à des limitations par rapport à l'utilisation de ce type d'outils? Deuxièmement, est-ce que la couverture Internet ou l'accès à la téléphone portable est une problématique? Et si cela a été le cas, comment est-ce que vous avez pu essayer de répondre à cette problématique? Je crois que c'est une question qui est posée donc à Dr. Johan. Merci beaucoup pour ces questions. Donc, nous avons fait une enquête de référence avant de mettre en œuvre notre intervention et à partir de là, donc, nous avons ciblé 3 régions. Et cela a montré que les mineurs, en fait, utilisent les médias sociaux et ont généralement un accès à un téléphone portable pour plus de 70% d'entre eux qui se connectent au moins aux médias sociaux une fois par semaine. Et Facebook était le site le plus populaire. Donc oui, la question de la connectivité Internet est un défi. Mais les médias sociaux restent très populaires dans la région. Donc, ce que nous avons fait par rapport à cela, c'est d'essayer de cibler un public secondaire, c'est-à-dire les amis, les membres de la famille, des mineurs, des travailleurs dans le secteur minier avec qui ils ont des interactions régulières. Et donc, on a posté des messages. Et donc, nous avons ciblé ce public secondaire et nous les encourageons ces personnes à solliciter un traitement. Donc, ça a été ciblé pour eux. Et donc, et ce sont des personnes qui disposent généralement d'une meilleure connexion Internet. Mais si vous êtes sur le centre des mineurs, c'est une autre question parce que l'accès à Internet n'est peut-être pas si évident. Très bien, il nous reste 2-3 minutes. Je vais vous donner le mot de la fin.
les derniers commentaires que vous souhaitez partager avec notre audience, avec notre public? Dr. Simpson, les mots de la fin? Non, je n'ai rien à ajouter. Merci beaucoup. Dr. Youssouf et Fatou, souhaitez-vous partager un dernier commentaire de conclusion avant de terminer cette séance? Dernier mot pour vous, Dr. Krishna. Donc, j'aimerais mentionner des outils qui aident les travailleurs, les employés de santé, qui aident en fait, qui peuvent les aider par rapport à comment réagir et répondre à un des cas suspects et comment cela peut être utilisé également dans les pays en voie de développement où la connexion à Internet est meilleure. Donc, il est possible de développer une application qui soit ciblée pour les agents de la santé communautaire par rapport à ce qu'ils font pour pouvoir encourager un partage continu d'informations avec justement ces agents de santé communautaire. Donc, c'est quelque chose qui peut être considéré. Très bien, merci beaucoup, Dr. Krishna. Merci à tous les intervenants pour avoir présenté ces différents projets, ces différents sujets. Je tiens aussi à remercier les participants pour votre participation et vos contributions actives. Merci à Sonia et à toutes les personnes qui travaillent en coulisses. Et j'aimerais vous souhaiter tous une très bonne fin de journée et nous arrivons à la fin de la séance 1 minute en avance. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.